Bonjour et merci à tous de nous joindre aujourd'hui pour discuter de ce sujet très important dans le cadre de la semaine du don d'organes vivants. Attente ou réalité, les effets à long terme du don vivant de rein sur les donneurs. Avant de commencer, nous aimerions reconnaître la terre autochtone sur laquelle nous nous trouvons. Inspiré des 94 appels à l'action recommandés par la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, la reconnaissance des terres est une première étape nécessaire pour honorer les premiers occupants d'un lieu. Elles aident également les Canadiens à reconnaître et à respecter les croyances de parenté inhérentes aux peuples autochtones en ce qui concerne la terre, d'autant plus que ces croyances ont été restreintes pendant si longtemps. Je tiens à souligner que je suis à Toronto, qui est le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Haudenosaunee et les peuples du Wendat. Elle est couverte par le traité 13 signé avec le Mississauga du Crédit et abrite toujours de nombreux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Sachant que nous travaillons et vivons tous dans des endroits différents, eh bien, peut-être vous nous rejoignez d'un territoire autochtone traditionnel. J'encourage chacun et chacune à prendre un moment pour y réfléchir et de le reconnaître. Si vous connaissez le territoire dans lequel vous vous trouvez, je vous invite à le reconnaître dans la discussion. La Fondation du Rhin tient à remercier les commanditaires de la série de séminaires en ligne 2022. GlaxoSmithKline, Horizon, Janssen, Otsuka, Paladin et Takeda. Dans le cadre de la Semaine du don vivant 2022, la Fondation canadienne du Rhin est heureuse d'organiser un webinaire très important intitulé « Attente ou réalité ». Ce webinaire débutera par une présentation du Dr Singh suivie par le Dr Garg. Nos patients partenaires, Francine Girard-Griffith, Bob Macrae et Sylvie Charbonneau, partageront ensuite leur parcours de donneurs vivants. Une discussion au coin du feu avec questions et réponses suivra pour conclure ce webinaire. Vous êtes tous invités à poser des questions et à participer à la conversation. Alors, les informations partagées dans le séminaire en ligne d'aujourd'hui sont à jour, en date d'aujourd'hui, le 13 septembre 2022. Le matériel partagé dans cette présentation n'est pas destiné à être un avis médical. Vous devriez parler à votre médecin ou à votre équipe de soins de votre situation personnelle. Cette information est destinée à un public canadien. Nous sommes ravis de vous présenter nos intervenants et nous vous remercions sincèrement d'être ici pour partager ces précieuses informations aujourd'hui. Notre première conférencière aujourd'hui est le Dr Sunita Singh. Le Dr Singh est une néphrologue spécialisée en transplantation au service de néphrologie et directrice médicale de programme de dons de reins vivants à l'hôpital général de Toronto, qui fait partie du réseau universitaire de santé. Elle est également professeure adjointe de médecine à l'Université de Toronto. Le Dr Singh a fait ses études de médecine à l'Université de Toronto, puis sa résidence en médecine interne et en médecine en chef à l'Université de Colombie-Britannique. Elle est retournée à Toronto pour obtenir une maîtrise en épidémiologie clinique et en recherche sur les soins de santé, ainsi qu'une formation complémentaire en transplantation rénale et en soins avancés du diabète. Les intérêts de recherche du Dr Singh portent sur l'évaluation et le suivi des donneurs vivants du rein, ainsi que sur la gestion du diabète chez les receveurs de rein. Je vais maintenant passer la parole au Dr Singh. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci beaucoup, Lydia, pour cette présentation très gentille. Je vais maintenant partager mon écran. Alors, super. Eh bien, je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui de ce sujet très important sur les effets à long terme des donneurs vivants. L'objectif de ma présentation, c'est vraiment d'examiner le processus d'évaluation des donneurs vivants de rein et les critères d'admissibilité. OK, great. Next slide, please. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, comme je te disais, je vais reprendre. Donc, merci de nous avoir rejoints. Les objectifs de cette présentation, c'est d'examiner le processus d'évaluation des donneurs vivants de rein, ainsi que des critères généraux d'admissibilité en ce qui concerne les donneurs de rein. On va parler des options de transplantation pour les donneurs et les receveurs incompatibles, et puis je finirai par examiner les soins post-donation. Ensuite, alors,
Nous savons que les maladies rénales au Canada sont assez communs. Un Canadien sur 10 est atteint d'insuffisance rénale. C'est 4 millions de personnes et 50 000 Canadiens souffrent d'une insuffisance rénale, avec le diabète qui est la cause la plus fréquente d'insuffisance rénale. Il y a des options de traitement d'insuffisance rénale qui sont possibles, la transplantation rénale ou la dialyse. Mais c'est vraiment entre ces deux que nous recommandons une greffe de rein comme choix pour des insuffisances rénales. Ensuite, alors, pourquoi une transplantation rénale? Eh bien, c'est pour la majorité des personnes, eh bien, il y a une augmentation de l'espérance de vie avec une transplantation rénale. Il y a les personnes qui reçoivent une greffe ont une amélioration de qualité de leur vie, ce qui veut dire qu'il y a une libération de la dialyse, des libertés alimentaires, on peut voyager et puis une possibilité de tomber enceinte et puis la possibilité de retour sur le marché du travail. Ensuite, alors, nous savons que la greffe de rein peut être faite avec un don de rein vivant. Et entre ces deux personnes, eh bien, nous préférons que ce soit une greffe qui soit faite d'un donneur vivant. Et donc, entre la survie médiane du greffon d'un donneur vivant, il y a une différence pour la survie qu'une personne qui est sous dialyse. Et donc, ce que ça veut dire, eh bien, il y a plus de temps où les personnes sont en vie lorsqu'ils ont une greffe plutôt que de rester en dialyse et que ce don vienne d'un donneur vivant. Et puis, beaucoup de patients ne seront pas sous dialyse parce qu'ils attendent si ils ont un donneur de rein vivant et si ils ont une dialyse, eh bien, leur traitement peut durer moins longtemps lorsqu'ils ont un donneur vivant. Et dans beaucoup de cas, la longueur d'être à l'hôpital eh bien, dure beaucoup moins longtemps lorsque vous avez une greffe. Et puis, les organes recommencent à bien fonctionner beaucoup plus rapidement. Et puis, cette chirurgie peut être programmée de manière élective. Ensuite, prochaine diapo. Alors, pour déterminer et pour faire l'évaluation des donneurs vivants de rein, il faut faire un processus d'évaluation. Et donc, les prochaines diapositives vont vous montrer quels sont les principes généraux en ce qui concerne l'évaluation d'un donneur vivant. Alors, des principes clés auxquels il faut penser, c'est que le donneur vivant de rein sont soumis à un processus d'évaluation et de sélection rigoureux. Et ça, c'est pour la sécurité du donneur qui est primordial. L'objectif de l'évaluation, c'est une évaluation individualisée du risque pour une personne qui veut faire un don pour déterminer donc s'ils sont à risque faible en ce qui concerne des complications à court terme ou à long terme. Et nous pouvons reconnaître qu'une procédure chirurgicale ne contient pas aucun risque. Et donc, le don doit être volontaire et altruiste. Et donc, nous pouvons considérer cette personne, déterminer si ce risque est acceptable pour cette personne pour aider quelqu'un qui en a besoin. Le don doit être volontaire et altruiste. Il ne peut pas y avoir de pression ou de coercion indue et les personnes doivent le faire d'une façon donc volontaire, bénévole. Alors, ce qui surprend beaucoup, c'est que pas tous les gens qui veulent être donneurs vont être des donneurs. Dans mon centre ici à Toronto, pour 5 candidats que nous avons, uniquement un donneur vivant sera sélectionné. Et il y a beaucoup de raisons pour cela. Vous avez, par exemple, plusieurs donneurs qui sont bénévoles pour une personne, ou alors il y a des problèmes médicaux qui sont identifiés pendant le processus d'évaluation. Et donc, peut-être personne ne savait pas qu'ils avaient ce problème médical, mais ce problème médical ne permet pas de faire un don. Et donc, le résultat, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en attente de dons, d'avoir plus qu'une personne qui sera donneur avant que la chirurgie puisse se faire. Ensuite, c'est juste une diapositive générale du processus d'évaluation et il y a une méthodologie à suivre en ce qui concerne les tests, etc. Mais les principes sont les mêmes en ce qui concerne ce programme. La première étape, ce sera le candidat qui contacte le programme via téléphone ou via un référal. Et donc, il y aura des questions. Nous leur poserons des questions. Ils poseront des questions en ce qui concerne donc leur possibilité d'être un donneur. Si l'évaluation ne peut se passer, eh bien, le donneur passera par cette évaluation avec des tests en laboratoire, donc des tests sanguins et des tests d'urine pour connaître la santé générale du donneur et puis pour savoir quelles sont les fonctions rénales de ce donneur.
donneur. Et donc, cela va se passer avec un IRM, avec des CT scans de l'abdomen, et puis des consultations avec des assistantes sociales, des testings pour différents programmes. Et puis, finalement, nous ferons une évaluation avec un néphrologue pour savoir si c'est possible. Et gardez en tête que pendant ce processus d'évaluation, eh bien, les candidats donneurs pourraient être trouvés ne pas être bons pour faire un don. Les néphrologues vont faire cette détermination, que ça soit donc possible ou pas possible. Et dans certaines circonstances, il faudra faire des enquêtes un peu plus poussées pour savoir si cette personne peut être un donneur. Donc, nous ferons des tests génétiques, quelquefois des tests un peu plus poussés ou voir peut-être des changements de style de vie. Et suivant les tests qui se sont faits, eh bien, nous aurons un processus d'évaluation qui sera un peu plus long, suivant le temps que cela prendra. Et puis, dans le processus d'évaluation, vous avez donc des tests sanguins qui sont faits pour savoir quelle est la compatibilité entre le receveur et le donneur, et si le donneur peut le donner directement à la personne qui en a besoin et qu'elle a désignée. Alors, en ce qui concerne le processus de sélectionner les donneurs, peut varier donc de secteur à secteur et de pays à pays, hein. Mais il y a des nuances pour les donneurs qui sont identifiés pour les personnes qui sont à l'extérieur du pays. Il y a par exemple des membres de la famille qui sont à l'étranger et qui veulent faire un don à cette personne. Eh bien, ce qui va se passer dans ces circonstances, c'est que ce test préliminaire sera fait dans ce pays d'origine et puis ensuite sera réévalué par notre comité pour savoir si le donneur peut venir au Canada pour être évalué un peu plus en tant que donneur. Suivant le pays où réside cette personne, eh bien, ces programmes vont pouvoir donner le soutien nécessaire et les informations à ces donneurs, mais suivant la citoyenneté du donneur ou le donneur potentiel, la réussite de ce don sera variable et c'est vraiment aux mains du gouvernement. Si le donneur peut venir au Canada, eh bien, nous continuerons le processus d'évaluation au Canada. Il y a des programmes de remboursement pour les donneurs qui viennent au Canada et la plupart des évaluations canadiennes sont couvertes par le système de santé canadien. Et puis, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, la pandémie de la COVID a vraiment ralenti ce processus et nous espérons résumer nos opérations à court terme. Ensuite, alors, en ce qui concerne les contre-indications absolues pour les personnes qui ne peuvent pas donner, il y a des raisons qui sont tout à fait essentielles pour que les gens ne puissent pas faire un don. Par exemple, quelqu'un qui a moins de 18 ans, quelqu'un qui a une maladie cardiaque ou maladie cérébrovasculaire avec des infarctus ou des arrêts cardiaques. Et puis peut-être des gens qui ont des antécédents de cancer, hein, compris de la mélanome, hein, même si c'est lointain. Vous avez aussi des contre-indications pour savoir s'il y a une infection active qui est non traitée, et puis un état psychiatrique actif aux consommations de substances, ainsi qu'un diagnostic de diabète de type 1 ou de type 2. Alors, nous avons des scénarios courants hein, qui arrivent. Nous voulons couvrir cela aujourd'hui. Donc, nous voulons que les donneurs soient en bonne santé. Mais il y a d'autres scénarios où il y a des personnes qui sont en bonne santé, mais ils ont des problèmes médicaux qui sont et ils pourraient toujours être donneurs, n'est-ce pas? Donc, par exemple, quelqu'un qui ferait de l'hypertension artérielle, ça peut convenir s'ils ont plus de 40 ans. Nous pourrons contrôler cette hypertension avec un ou deux médicaments qui n'aura pas d'effet sur les organes. L'obésité peuvent aussi donner, ça dépend vraiment du risque, du facteur de risque pour des maladies rénales. Et ça, c'est vraiment au cas par cas hein, pour savoir comment nous allons pouvoir faire cela. Et puis, nous avons aussi, lorsque nous faisons le BMI, hein, pour savoir le taux d'obésité quant au poids de la personne qui va donner, c'est important pour déterminer si cette personne peut faire un don. Et puis, les calculs rénaux est aussi un scénario assez commun. Ça peut convenir si le risque de récidive de calcul est faible
Par exemple, ce serait ça prendra en considération différents facteurs, l'âge, le dernier épisode de calcul ou des anomalies métaboliques, des anomalies qui puissent être présentes dans les urines ou qui soient prédisposées à avoir ce genre de problème de calcul rénaux. Donc, nous faisons cette évaluation à ce moment-là et c'est vraiment une évaluation collective de tous ces individus. Alors, ensuite, il y a des circonstances particulières dont je voulais parler. Et donc, en ce qui concerne les donneurs qui ne sont pas compatibles, donc, les donneurs et les receveurs peuvent être incompatibles si, par exemple, ils ont un groupe sanguin qui n'est pas compatible ou ce que l'on appelle les tissus, ce qu'on appelle HLA. Et ça veut dire que la personne qui va recevoir, le receveur, a des anticorps qui ne sont pas compatibles avec ceux du donneur. Et dans la majorité des cas, nous demandons qu'il y ait un programme de don de rein jumelé qui est exploité par la Société canadienne du sang. Et donc, c'est une compatibilité qui va se faire dans ce programme. Ces cycles de jumelage ont lieu 3 fois par an et nous trouvons donc un receveur pour que ce donneur soit capable de faire ce don. Et donc, j'ai eu d'autres diapositives pour vous montrer ce programme. Vous avez donc ces cycles de jumelage qui se passent 3 fois par an. Et puis, il y a d'autres options. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais il y a d'autres options pour les paires incompatibles avec des échanges de listes, de la désensibilisation. Et ce programme, c'est vraiment de donneur de rein, c'est vraiment le meilleur programme et c'est celui que nous recommandons en premier, c'est le programme donc du KPD. Alors, ce qui se passait dans le programme KPD en chaîne fermée, eh bien, ça, vous voyez, donc vous avez 3 paires qui ne sont pas compatibles, paire A, paire B, paire C, mais l'algorithme ou dans le programme va nous dire qu'il y a donc une compatibilité avec une autre personne et donc vous avez le donneur A va être compatible avec le receveur B et le donneur B va être compatible avec le donneur C et donc cela crée une chaîne fermée et donc c'est un échange qui se passe entre des donneurs et des receveurs d'organes et donc qui se font de cette façon-là. Ensuite, un autre exemple d'une chaîne qui peut être créée dans le programme KPD, c'est la chaîne de Domino. Eh bien, ça, c'est une chaîne différente parce que ça se met en place par des donneurs anonymes. Ce sont des personnes qui arrivent, qui n'ont pas de personne, de receveur en tête, qui veulent juste faire un don de rein. Et donc, ces donneurs sont très, très importants dans ce programme de KDP et dans cette chaîne de Domino parce que cela peut amener des changements. Vous voyez, vous avez un donneur anonyme qui va donner, par exemple, au receveur A et le donneur de la paire B, de la paire A va donner au receveur B et donc le donneur de la paire B va donner à un individu qui est sur une liste d'attente. Donc, ce donneur anonyme a pu donc commencer cette chaîne de réaction et plutôt que ça profite à un individu, eh bien, ça profite à plusieurs individus grâce à ce donneur anonyme. Prochaine diapo. Alors, donc, les soins post-donation, nous savons que c'est très important de pouvoir prendre soin des donneurs, n'est-ce pas? Et donc, prochaine diapo, vous avez une hospitalisation qui est une durée moyenne très courte, hein, qui dure entre 3 et 5 jours. Heureusement, les complications chirurgicales sont rares. Hein. Il y a un risque de décès très, très bas d'une anesthésie générale de 0,01 à 0,03%. Et donc, ça, c'est une personne sur 10 000 donneurs qui risque d'avoir donc un décès pendant la chirurgie. Heureusement, les complications majeures sont donc moins de 1%, comme des hémorragies, des lésions d'un organe, des caillots sanguins. Mais le problème le plus commun après la chirurgie, ce sont des problèmes de motilité intestinale, hein, c'est-à-dire la constipation fréquente après le don, ça peut être géré d'une bonne façon. Et puis, le contrôle de la douleur aussi, qui est important pour pouvoir gérer donc, ce don qui a été fait. Alors, vous avez donc du Tylenol ou des Percocet. Vous ne devriez pas conduire
conduire lorsque vous êtes sous ces médicaments, évidemment. Mais un des messages essentiels qui ressort de cela, eh bien, c'est que des anti-inflammatoires ne devraient pas être utilisés sur des donneurs de reins parce qu'il peut y avoir des effets secondaires. Ensuite, alors, ce que nous recommandons, c'est 4 à 6 semaines d'arrêt de travail pour la récupération. C'est très surprenant pour la plupart des donneurs. Hein. Eh bien, la fatigue est assez fréquente et en particulier dans les premières semaines suivant le don. Mais cela s'améliore petit à petit. Vous avez donc une fatigue qui s'estompe. La marche peut être reprise dès que le donneur se sent prêt. Et puis, comme ils peuvent le faire, on ne demandera pas de faire des levées de poids lourds, hein, moins de 10 livres pendant les 6 premières semaines suivant le don. Et puis, il y a pour la plupart des programmes canadiens, il y a un suivi avec le chirurgien et le spécialiste des reins pour examiner les fonctions rénales après le don. Ensuite, donc, des choses importantes à garder en tête, qu'il n'y a pas de régime particulier pour les donneurs après la chirurgie. Nous recommandons évidemment un régime qui soit sain, mais nous ne demandons pas à ce que ce soit changé. Il n'y a pas de médicaments particuliers pour après la chirurgie. L'exception serait que si les donneurs développent de l'hypertension, dont j'ai parlé pendant cette présentation, et s'il y a une tension artérielle, les donneurs, on leur demande de suivre ce qui se passe au niveau de la santé des citoyens en général, que ce soit la vaccination, des recommandations contre la COVID, par exemple, qu'il y ait des risques pour la COVID. Il y a des données qui vont ressortir de cela, mais il ne semble pas que les donneurs soient plus à risque pour la COVID que la population en général. Et donc, les rapports qui ont été présentés jusqu'à présent, eh bien, sont que ces donneurs sont des individus qui sont en très bonne santé. Et évidemment, les donneurs peuvent avoir des fonctions rénales qui sont moindres, mais c'est très, très rare, hein, ou des risques de diabète, et donc cela augmentera le risque d'infection, mais cela n'a aucun effet sur le risque de la COVID. Eh bien, les donneurs devraient faire un suivi annuel et cela devrait être fait grâce à leur médecin généraliste. Et ça, c'est vraiment pour surveiller les effets à long terme pour les donneurs. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a donc la tension artérielle qui est donc surveillée et cela peut fluctuer avant et après le don. Et donc, vous avez donc cette fluctuation de la créatinine et du DFG qui sont donc en fluctuation, et ça c'est une estimation, et donc le donneur peut être demandé à utiliser ces médicaments. Mais les donneurs en général vont pouvoir faire un suivi avec leur généraliste. Ils peuvent avoir donc des fluctuations de la créatinine, et donc cela c'est tout à fait normal de voir des fluctuations suivant le statut de la personne, de la santé en général. Et puis, évidemment, il y a un suivi annuel qui doit être fait pour des facteurs de risque pour les maladies rénales, comme je l'ai dit, et puis des styles de vie, comme par exemple aussi du cholestérol élevé. Et puis, évidemment, c'est pour le bien-être psychosocial. Hein. La plupart des donneurs veulent faire un suivi psychosocial. Ils peuvent avoir quelquefois des problèmes psychosociaux alors qu'ils ont donné donc un de leurs organes. Voilà. Et donc, vous entendrez parler plus de cela lorsque nous parlerons dans la présentation suivante. Alors, pour résumer, donc, j'espère que je vous ai fait parler. La greffe d'un rein de donneur vivant est l'option thérapeutique privilégiée en cas d'insuffisance rénale. L'éligibilité pour un don de rein vivant est déterminée après une évaluation rigoureuse parce que, évidemment, la sécurité du donneur est primordiale. Et chez les personnes en bonne santé, et bien sélectionné, le don de rein de sang vivant comporte très peu de risques. Et maintenant, je vais m'arrêter et je vais repasser la parole à Lydia. Merci beaucoup. Alors, c'est très apprécié. Et maintenant, on voit les questions qui arrivent. Alors, on va regarder les questions jusqu'à la fin de la présentation, mais on va répondre à ces questions plus tard dans cette séance. Maintenant, je vais présenter le docteur Amit Garg. Le Dr Garg est professeur de médecine à la division de néphrologie et d'épidémiologie
et de biostatistique à l'Université Western à London, en Ontario. Il est le vice-recteur dans le rôle de recherche clinique à l'Université Western. Il a été directeur médical du programme Tous les donneurs vivants au London Health Sciences Center pour 15 ans et est l'ancien président de la Société canadienne de néphrologie. Il est au ICES, le programme de greffe de rein, et aussi Access to Kidney Transplantation pour le réseau des néphrologies de l'Ontario. Il est un savant au Lawton Health Research Institute et à l'ICES. Alors, le Dr. Garg a été un mentor de plusieurs chercheurs dans le domaine du rein et a reçu la médaille pour l'excellence de recherche de la Fondation du rein en 2021. Alors, je vous laisse le micro, Dr. Garg. Certains travaux que nous avons faits ont été financés par plusieurs agences, incluant le gouvernement du Canada et Astellas, qui a fourni certains financements aussi, et d'autres agences ont financé. La présentation aujourd'hui, c'est pour plusieurs types d'auditoires, incluant des gens qui n'ont pas d'information ou de formation médicale. Alors, l'unité de dialyse, la prochaine diapo. En tant que professionnel de la santé, souvent, on va à l'unité de dialyse pour faire nos tournées. Et ici, vous avez une photo d'un de vos patients préférés qui est bien gentil. Il raconte des farces un peu salées parfois. Et durant votre tournée, vous posez la question, « Docteur, ma fille veut me donner un de ses reins. Quels sont les risques si j'accepte son offre? » C'est le genre de questions qu'on se fait poser lorsqu'on fait nos tournées de dialyse. Alors, les risques pour le donneur vivant. Bon, le Dr. Singh en a parlé brièvement, mais lorsqu'on pense aux risques pour les gens qui donnent un rein, il y a le risque dans les processus d'évaluation, ensuite autour de l'opération et à long terme. Lorsqu'on parle de long terme, on parle des aspects médicaux, psychologiques et financiers pour le don d'un rein. Alors, voir la situation générale, the big picture en anglais. Il faut considérer tous les risques. Les donneurs vivants, c'est une option très importante qui est profitable pour plusieurs dans la société. Mais il faut considérer non seulement les risques dans le contexte, ainsi que tous les avantages dans le contexte. Bon, ici, on voit une carte. Et si on pense aux dons vivants de reins dans le contexte mondial, ce qui est en gris, ça, c'est tous les pays dans le monde où on peut faire des dons vivants. Plus de 90 pays et plus de 30 000 donneurs vivants de reins à chaque année. Alors, pour ce qui est des avantages des dons vivants, bon, c'est une option de traitement recommandée. Bon, la province de la Colombie-Britannique, par exemple, ont une telle initiative. Et comparé à la dialyse, ça augmente la qualité de vie et la durée de vie du récipiendaire et ça diminue les coûts pour le soin de santé. Et comparé aux donneurs décédés de reins, mais il y a moins de temps d'attente pour une transplantation et ça augmente la survie, le taux de survie de la greffe et du récipiendaire. C'est un événement très important pour plusieurs donneurs et cela les fait sentir très bien de donner un rein à quelqu'un qui en a besoin. Bon, une greffe, ça dure combien d'années? C'est comme une batterie, ça ne dure pas éternellement. Lorsqu'on pense à la durée de vie d'une greffe, 95 environ vont durer 1 an, 80 vont durer jusqu'à 5 ans et la survie de la greffe moyenne, c'est environ 18 ans. Alors, si on inverse ça, c'est rare, mais ça se peut qu'une greffe échoue avant 1 an. Et bien sûr, dans un tel cas, les donneurs sont très déçus. Bien entendu, ils ont fait leur possible et nous, on a fait notre possible avec l'information qu'on avait. Et les donneurs, lorsqu'ils prennent cette décision difficile, évidemment, préfèrent que ça fonctionne. Alors, si on parle des risques médicaux pour les gens qui donnent un rein,
Les individus qui donnent un rein, comparés par exemple aux gens qui ne donnent pas de rein, vont avoir un risque plus élevé de mort. Plus on vieillit, plus on sait qu'on va avoir des problèmes de santé à notre vieillesse. Et il y a toujours un risque, on peut toujours se demander s'il y a une différence entre la probabilité de tomber malade lorsqu'on vieillit. Alors, suite à plusieurs études d'observation, le concept clé, c'est que on a des essais cliniques randomisés de plusieurs centres, multicentres. Alors, ça, c'est pour essayer d'éviter les variations qui ne sont pas statistiquement significatives lorsqu'on compare les deux groupes, bon, les gens qui donnent un rein et ceux qui ne donnent pas un rein. Alors, nous avons des études d'observation qui guident comment nous calculons ces genres de statistiques. Alors, un des concepts clés, c'est que lorsqu'on compare les donneurs avec un groupe de gens qui ne donnent pas un rein, on se pose la question, est-ce qu'on compare vraiment des pommes avec des pommes dans ce genre de statistiques? Ou est-ce qu'on compare des pommes avec des poires, par exemple? Parce que, comme vous pouvez imaginer, les gens qui donnent un rein doivent passer toutes sortes de tests pour voir s'ils sont en bonne santé avant de donner un rein. Et même si vous essayez de limiter les variations statistiques, les gens qui sont dans un groupe de gens qui n'ont pas donné de rein ne seront pas autant examinés pour leur santé. Et aussi, les gens qui donnent ont souvent des liens familiaux avec la personne qui va recevoir la greffe. Et normalement, ceci cause des environnements différents qui font que le donneur reste en santé plus longtemps. Alors, si on regarde ce qui a été publié dans la littérature et plusieurs révisions systématiques et méta-analyses, lorsqu'on regarde les probabilités, il y a beaucoup de préoccupations à propos de la qualité de ces études pour comparer ces deux groupes. Alors, ici, on voit des jumeaux. Et lorsque quelqu'un donne un rein, ils doivent vivre avec seulement un rein, bien entendu, puisqu'ils ont donné l'autre. Et parfois, on évalue des gens qui sont dans la vingtaine ou la trentaine. Et parce que les donneurs vivants sont devenus plus populaires dans les années plus récentes, on a très peu de données à long terme pour les gens qui donnent des reins. Alors, le premier, c'est pour 1954, le donneur avait 23 ans. C'est le Dr. Joseph Murray qui a gagné le prix Nobel en 1990 pour cette greffe-là. Et dans ce cas-ci, ça c'est dans la littérature médicale, il est décédé à 79 ans. Il a eu des problèmes de rein dans les dernières années de sa vie, là, mais il est quand même mort à presque 80 ans, celui qui a donné ce rein. Alors, on n'a pas beaucoup de données pour des résultats de plus de 40 ans parce que ça fait tout simplement pas assez longtemps que les gens donnent des reins en étant vivants. L'autre concept important pour ce qui est d'interpréter les statistiques, c'est qu'est-ce qu'on parle du risque relatif ou du risque absolu. Alors, c'est le risque absolu qui est le plus important. Ça veut dire quoi, le risque absolu? Si moi, j'achète un billet de loterie, j'ai une chance sur 1000 de gagner la loterie. Et ensuite, si j'achète 10 billets de loterie, j'ai une chance relative 10 fois plus élevée de gagner le gros lot. Mais ce n'est pas pertinent. Ce qui est plus pertinent, c'est est-ce que je vais gagner la loterie, oui ou non? Et dans une telle situation, j'ai encore très peu de chances de gagner la loterie. Alors, lorsqu'on pense au risque, il faut penser au risque absolu. Alors, si on revient à la question, bon, docteur, ma fille veut me donner un de ses reins, est-ce que je devrais accepter son offre? Eh bien, il faut comprendre maintenant quelles sont les limites des données scientifiques. On obtient le consentement des candidats de dons de reins. Bon, ils participent à un processus d'évaluation. Ensuite, il faut regarder le rein et des compatibilités.
Mais dans le processus d'évaluation, il peut y avoir des choses qui ont des conséquences. Parfois, on découvre des conditions de santé qui vont peut-être avoir un impact sur l'assurabilité du candidat donneur. On va peut-être trouver des maladies infectieuses parce qu'on dépiste toutes sortes de maladies parce qu'on ne veut pas transmettre une maladie du donneur au récipiendaire. Et parfois, ces maladies-là, il faut les déclarer aux autorités publiques. Et parfois, on trouve des paternités qui ont été mal attribuées. Bon, il faut avoir une politique dans notre programme pour considérer ce genre de choses. Et dans la population en général, il y a peut-être 2 ou 3 du temps où les relations père-fils ou mère-fille ne sont pas correctes. Ça, c'est le genre de risque que vous avez lorsque vous dépistez les donneurs potentiels. Il y a plusieurs programmes qui disent que si ça ne va pas avoir un impact sur la santé du récipiendaire, eh bien, ils ne vont pas parler de ce genre de problème. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas vraiment le père de la personne qui prétend être son fils. Alors, le docteur Singh, vous en a déjà parlé. Le risque durant l'opération, c'est d'environ de 1 dans 3 000. Alors, c'est assez rare qu'un donneur va décéder au Canada. C'est bien entendu très tragique lorsque ça se produit, mais c'est quand même très rare. Maintenant, une complication post-opératoire grave, environ 1 Donc, ça peut être, par exemple, une grosse infection, mais la plupart des gens reviennent à la maison après quelques jours et au bout de 6 semaines, ils reviennent à la normale. Mais moi, je fais mes propres évaluations et on avertit toujours les donneurs potentiels qu'il faut être prêt d'avoir la douleur et la fatigue et que la récupération ne sera pas immédiate. Bon, considération psychologique pour les donneurs vivants. La littérature en général indique que les candidats donateurs que le résultats sont généralement très bons. Les considérations psychologiques sont presque toujours positives et même si parfois le récipiendaire a des problèmes, généralement les gens n'ont pas de regrets lorsqu'ils donnent un rein. Le donneur doit se rendre compte que c'est un don. Et parfois, comme vous pouvez imaginer, quelqu'un qui a une insuffisance rénale et que c'est une période noire dans leur vie, et lorsqu'ils ont leur greffe, parfois, ils veulent oublier la partie où ils avaient besoin d'un rein. En d'autres mots, ne pas avoir de gratitude envers le donateur. Bon, ça peut se produire. Mais il faut être prêt. On donne ce don avec aucune attente, sans ficelle attachée, si on peut dire. Diapo suivante. On reconnaît que les donneurs ont des coûts associés avec le don. Bon, par exemple, ils doivent voyager pour aller faire tous leurs tests. Ils vont peut-être devoir rester quelque part près de l'hôpital. Il y a peut-être aussi des pertes de revenus, ainsi de suite. Alors, on a essayé de quantifier le coût et il y a aussi des programmes gouvernementaux pour aider à compenser pour ces dépenses. Mais en général, par exemple, au Québec, normalement, le donneur n'a pas besoin de débourser beaucoup pour donner son rein. Alors, bien entendu, les gens qui donnent un rein se demandent, est-ce que ça va avoir un impact sur mon assurance santé? Et au Canada, on a l'assurance maladie universelle. Alors, selon nous, les primes pour l'assurance maladie n'augmentent pas pour les donneurs au Canada. Ça serait très mauvais pour les compagnies d'assurance, par exemple, de se plaindre ou demander des primes des gens qui donnent un rein. Ça paraît très mal pour les compagnies d'assurance, alors elles ne le font pas.
Pour ce qui est des résultats reliés aux maladies cardiovasculaires ou à la mortalité, la plupart des études montrent que ce risque n'est pas vraiment plus élevé. Il y a une ou deux études qui ont montré qu'il y a peut-être un risque plus élevé légèrement, mais la plupart des études montrent qu'il n'y a pas de risque plus élevé, que les donateurs vivent tout aussi longtemps et il n'y a pas de risque de maladie cardiovasculaire plus élevé que les gens qui ne donnent pas de rein. Bon, maintenant, une maladie rénale pour les gens qui donnent un rein. On ne perd pas 50 de votre fonction, on perd de 25 à 40 de votre fonction si vous donnez un rein. Vous ne perdez pas 50 Surtout pour les donateurs plus âgés, il faut être au courant que parfois, ils peuvent avoir une maladie du rein un peu plus tard, de nombreuses années après avoir donné un rein. Et c'est important de réassurer les gens que s'ils voient cela, ça n'a pas une situation pronostique très élevée. C'est très important pour les candidats donneurs de voir un médecin, un omnipraticien une fois par année, de tester leur fonction rénale, bon, la pression artérielle, et ainsi de suite. Alors, si jamais il y a des risques, on peut les traiter. Est-ce qu'une personne qui donne un rein a avoir un risque plus élevé de développer une maladie rénale elle-même parce qu'elle va passer au droit de la vie avec seulement un rein? Eh bien, l'âge moyen des donneurs, c'est 40 ans. On ne peut pas prédire qu'est-ce qui va se produire durant les 40-50 prochaines années. Par exemple, une femme en ce moment au Canada vit environ 85 ans. Alors, une cinquantaine d'années avec un seul rein, est-ce que c'est possible qu'ils vont avoir un problème de santé relié au rein d'ici les 50 prochaines années? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il va avoir moins de réserves? Bien sûr, seulement un rein plutôt que deux. Mais en termes relatifs, le risque de défaillance rénale est peut-être plus élevé légèrement, mais si on regarde le risque absolu plutôt que le risque relatif, c'est comme gagner à la loterie, c'est très faible comme risque. C'est moins de 1 en 15 ans pour l'incidence absolue de ce résultat. Bon, maintenant, les reins gèrent la quantité d'eau dans le sang. Alors, bien entendu, la pression sanguine va augmenter après le don et la pression artérielle augmente non après un don. Et les gens qui ne donnent pas, bon, l'hypertension, c'est très fréquent, même une grande proportion des Canadiens vont avoir de l'hypertension après 60 ans. Et la pression artérielle va peut-être se poser un petit peu plus tôt si vous donnez un rein. Alors, c'est important de suivre la tension artérielle après un don. Il y a aussi des données qui suggèrent que la quantité de protéines dans l'urine va peut-être augmenter après un don. Souvent, les femmes posent la question, est-ce que donner un rein va avoir un impact sur leur capacité d'avoir des enfants? Et généralement, les données suggèrent que la plupart des femmes peuvent avoir des enfants parfaitement en santé, même après avoir donné un rein. Comme le mentionné, les reins gèrent la quantité d'eau et de sel dans votre corps et ça peut certainement augmenter certains problèmes durant la grossesse. Mais, par exemple, la haute pression durant la grossesse, peut-être 1 sur 20, 1 sur 10 des femmes, dépendamment de leur âge au moment de la grossesse. Alors, il faut le surveiller, bien entendu, mais il y a plusieurs femmes donneuses qui ont eu des enfants après avoir fait un don de rein, qui n'ont eu aucun problème. Et ici, la dernière diapo, c'est qu'une seule considération pour ce qui est des dons vivants de rein. Alors, cette information continue d'être mise à jour. Bon, si je pense, moi, ça fait 20 ans que je pratique et il y a plus d'informations, bien entendu, de nos jours qui est disponible. Mais la communauté médicale n'a pas encore bien fait son travail pour contacter les anciens donneurs pour leur donner l'information qui est maintenant disponible. Alors, des webinaires comme celui d'aujourd'hui, c'est un excellent pas en avant. Et il faut continuer à tout faire pour disséminer l'information. Diapo suivante.
il y a aussi des considérations ethniques pour les dons d'organes. Ça, c'est assez compliqué parce qu'on sait que certains segments de la population qui ont des risques élevés pour la défaillance rénale. Voici un monsieur des Premières Nations ici sur la photo et pour plusieurs raisons, incluant les gens des Premières Nations subissent le fardeau des maladies rénales plus élevées que le reste de la population. Alors, une des choses qu'on voit, ça c'est un homme du Manitoba, pardon, les données du Manitoba qui montrent que certains donateurs ont plus de probabilité d'augmenter, ont les plus grands risques de pression artérielle plus élevée, avec le diabète. Et bien entendu, on veut toujours éviter les risques pour les donneurs. Alors, on utilise des calculatrices de risque individualisées pour les résultats post-don. Il y en a plusieurs qui sont disponibles. En voici une. Moi, je suis impliqué avec cette calculatrice. Alors, on entre les caractéristiques du donneur et cette calculatrice ici parle de défaillance rénale après le don. Alors, on peut quantifier le risque absolu dont je parlais, de problème que vous pourriez avoir après avoir donné un rein. Et ici, vous avez une photo d'un monsieur qui devient un peu plus lourd et on prend du poids avec l'âge. Et lorsqu'on évalue les gens pour donner des reins, si vous allez à votre réunion du secondaire 30 ans plus tard, parfois, il y a des gens qui changent beaucoup durant cette période de temps. Mais rendus à 60 ans, la plupart des gens sont assez identiques. Alors, les candidats jeunes pour les dons, il faut faire bien attention parce que qu'est-ce que l'évaluation du donateur vous dit pour ce qui est des risques à l'avenir? Et il faut en parler avec un professionnel de la santé. Alors, en conclusion, j'ai parlé de certains des risques, mais le don de rein des donneurs vivants, c'est une option importante qui clairement a des avantages pour les familles et la société. Alors, avoir cette option, c'est toujours bénéfique. Nous reconnaissons que les gens qui donnent un rein, bien sûr, acceptent une certaine augmentation de risque, autant à brève échéance qu'à moyenne échéance. Mais ce n'est pas un risque comme ceci. On veut faire ça. On veut que le don de rein soit très, très sécuritaire pour les individus, comme sur la photo du bas, pas comme sur la photo du haut. Alors, une fois de plus, je veux reconnaître toutes les personnes qui m'ont aidé durant les années pour aider à informer les Canadiens. Alors, je pense que j'ai respecté mon temps. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci, Dr. Gatt, pour parler des effets à longue échéance des dons de rein. Il y a beaucoup de questions. Alors, j'ai bien hâte de vous reparler suite à cette séance, mais ce que je voudrais maintenant faire, c'est présenter nos 3 merveilleux témoins, des donneurs témoins. Le premier, c'est Bob McRae. Bob a donné un rein et est un bénévole avec beaucoup de passion. Pendant près de 20 ans, Bob a été impliqué annuellement dans les événements pour aller chercher des fonds jusqu'à temps que la pandémie frappe. Après avoir donné un de ses reins en 2010, il a parlé avec passion des dons de reins. Depuis ce temps-là, il a participé dans plusieurs études à longue échéance, plusieurs comités, des symposiums et des événements reliés aux dons d'organes, dans l'espoir de conscientiser les Canadiens pour une cause si importante qui peut changer la vie de quelqu'un. Il est aussi le fondateur de Ottawa Gift of Life pour les dons d'organes. Alors, Bob, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce qui vous a motivé à donner ce don de la vie à quelqu'un?
Vous savez, mon don de rein s'est passé parce que je suis tellement heureux avec ma vie et je veux redonner aux personnes qui sont autour de moi parce que j'ai eu tellement une bonne vie. L'inspiration me vient de ma maman, Terry Fox. J'ai toujours trouvé quelque chose de plus à faire et un jour, je donnais du sang à Ottawa et devant moi, il y avait une brochure avec donc donner, faire un don de rein. Et j'ai toujours cru que les choses sont supposées se passer. Et je me suis dit, eh bien, je vais peut-être m'y intéresser. Donc, j'ai commencé à examiner les choses. J'ai commencé à savoir quels étaient les risques, l'évaluation, le carotinine et quelles étaient les conséquences d'être un donneur vivant. Et avant de le faire, j'en ai parlé à mon épouse. Elle était d'accord. Elle a dit d'accord, pas de problème. Et mon travail aussi. Et donc, j'ai ensuite contacté le coordinateur de dons vivants de l'hôpital à Ottawa. Elle m'a donné beaucoup d'informations. Je suis allé sur Internet, je suis allé à la bibliothèque et j'ai lu des histoires de personnes qui avaient fait des dons et toutes ces informations étaient tellement positives. Et encore une fois, avec le soutien de mon épouse, avec le soutien de mon travail, j'ai décidé de sauter le pas. J'ai contacté le centre d'Ottawa, j'ai fait beaucoup de tests. Ils veulent confirmer que vous êtes la bonne personne hein, et que vous le faites pour des raisons altruistes, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de coercion, que quelqu'un vous force à le faire, pour être certain que vous comprenez tout cela. Et dès le début, vous avez à n'importe quel moment où vous changez d'avis, vous pouvez retirer votre don. Et donc le processus. Et donc toutes ces questions, il n'y avait absolument aucun problème. Et donc ils vous disent aussi pendant les tests qu'ils vont peut-être trouver des choses qui ne feront pas comme étant qualifiées pour faire un don. Et ils ont trouvé des problèmes. Et donc le processus de mon don s'est arrêté avant, jusqu'à temps que je vois un nephrologue qui puisse déterminer les choses. J'avais des problèmes cardiaques. Et donc, avant que cela soit résolu, je n'ai pas pu avancer, mais ils ont trouvé un calcul rénal, c'était quelque chose de moindre. Mon cœur, eh bien, j'ai toujours été très athlétique et très actif, faire des activités qui sont intensives au niveau cardiaque. Et donc, pendant le processus, il y avait un programme de pair dont on parlait tout à l'heure avec le Dr. Singh. Je pouvais faire un don à quelqu'un qui résidait à Vancouver et j'étais à Ottawa. Et j'étais d'accord avec cela. Donc, après tous ces tests, après tout cela, je suis allé à Vancouver en avril de 2010, après donc quelques mois après que le processus ait commencé. Mon opération chirurgicale s'est très très bien passée. C'était une opération laparoscopique et c'est une chirurgie quasiment comme au laser. Je n'avais quasiment pas de cicatrices. Hein. Personne ne m'a dit que ce serait aussi simple que ça. Et parce que je n'ai aucune cicatrice. J'ai eu un peu de douleur pendant quelques jours, mais après l'opération, il vous donne ce petit appareil où vous poussez le bouton et il y a une goutte qui tombe et ça enlève toutes les douleurs et je me sens très très bien après l'opération. Et j'avais un peu de nausées hein, après et puis j'ai aussi des crampes à l'estomac et puis je n'ai pas aussi dû faire d'exercice qui était trop demandant. Et donc j'étais à l'hôpital pendant 4 jours et parce que j'étais à Vancouver, je ne pouvais pas voler à la maison pendant une semaine. C'est une demande qui est faite aux personnes qui font des dons. Et donc on m'a mis dans un très bel hôtel à Vancouver. Toutes mes dépenses ont été payées et j'ai pu ensuite voler à la maison une semaine après. Dans les 2, 3 mois à suivre, j'ai donc pu récupérer. Mon travail m'a beaucoup aidé et donc je suis resté à la maison pendant l'été, mais j'aurais pu retourner au travail si je voulais. J'avais juste du RTT et donc j'ai décidé de prendre du RTT puisque ça m'était dû. Et donc ils étaient tout à fait d'accord aussi, mon travail était tout à fait d'accord à s'occuper de moi s'il se passait quelque chose dans l'avenir et j'avais besoin de prendre des congés médicaux, eh bien, ils m'auraient donné l'opportunité de le faire. Après le don, la chose à laquelle il fallait faire le plus attention, c'était vraiment de ne pas soulever des poids importants. Après un mois, j'étais sur pied, je faisais tout ce que je faisais auparavant. Et puis 13 ans plus tard, hein, à ce jour-là, eh bien, je n'ai eu aucun problème médical sérieux ou qui soit en relation à mon don de rein.
ou autres problèmes médicaux. Je vois que le programme de dons, je fais un suivi avec le programme de dons vivants, avec donc les spécialistes ainsi qu'avec mon médecin généraliste. Et donc, tout va bien. Voilà, c'est mon expérience en tant que donneur vivant. Et depuis mon don, je me suis engagé dans des programmes de dons et pour pouvoir que les gens s'inscrivent dans ce programme. L'autre chose que je voulais vraiment dire aussi, c'est que les gens qui savent que j'ai fait un don de rein, et il y a beaucoup de gens qui le font et vous ne le savez pas parce que ça ne se voit pas évidemment, eh bien, ils me demandent si je le referais encore. Et de par mon expérience qui était tellement fantastique, qui était tellement positive dans ma vie, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie et tout ce que l'on fait qui est important dans notre vie, eh bien, je pense que pour les gens qui écoutent en ce moment peut-être et qui veulent faire un don peut-être et qui sont intéressés, eh bien, peut-être, eh bien, je vais vous souhaiter beaucoup de chance et vous devriez le faire parce que vous allez aider quelqu'un à améliorer sa vie et c'est quelque chose de fantastique qu'on puisse faire pendant sa vie. Répondre aux questions en français. S'il y a des gens là, I would like to thank the Kidney Foundation for this opportunity. I really think it's important. Je voulais remercier la Fondation du Rein pour cette opportunité. Je pense que cette fondation est vraiment importante et d'autres fondations pour pouvoir faire la promotion du don de rein et que nous puissions partager avec des personnes qui n'ont absolument aucune idée qu'il y a tellement de gens qui pourraient faire quelque chose et qui pourraient examiner la chose et devenir donneurs vivants de rein. Merci beaucoup. Je suis maintenant, je voulais vous présenter Francine Girard-Griffiths. Francine est une aidante pour son mari qui a été diagnostiquée de manière tout à fait inattendue avec une insuffisance rénale en juin 2015. Tout au long de son parcours rénal, Francine a toujours été aux côtés de son mari alors qu'elle subissait une hémodialyse au centre 3 fois par semaine, puis une dialyse péritonéale à domicile. Après avoir découvert qu'elle était compatible, Francine a fait don d'un de ses reins à son mari en avril 2018. Francine, si vous voulez bien nous dire quelques mots sur les raisons pour lesquelles vous avez choisi de devenir une donneur vivante et sur les défis auxquels que vous avez dû relever. Je voulais aussi dire, peut-être vous pourriez nous dire comment vous étiez resté si positif pendant votre parcours pour devenir un donneur vivant. Merci Lydia. Alors, je suis très heureuse de vous dire que mon mari va aussi très bien. Mon rein fonctionne très très bien dans son corps. Je lui ai donné un bon rein, n'est-ce pas? Et je vais juste vous parler un petit peu de mon parcours. Et au tout début, j'étais très positive lorsque je suis entré dans ce programme de pouvoir être qualifié en tant que donneur. Et puis, ça a vraiment été une expérience très positive. Il y a énormément de tests qui ont été faits, plus de 25 tests, des tests sanguins parce que j'avais un problème de sang et ils m'ont réassuré en me disant qu'ils allaient me donner quelque chose pour coaguler mon sang pendant l'opération. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu un peu plus de tests, mais en général, je me sentais en bonne santé et j'étais très positive lorsque j'ai commencé ce parcours. Et puis, les tests ont été faits sur une de 4 mois, lorsque vous avez ce test de tissu qui est donc pour cette compatibilité. Et ils ont découvert que j'étais compatible. Et ça a pris environ 4 mois. Mais nous avons dû faire plus de tests après cela. Et c'était vraiment quelque chose de pouvoir avoir une feuille de santé qui soit où j'étais en bonne santé. Et j'avais 61 ans à l'époque. Et donc, j'étais en bonne santé. Et donc, la session avec l'assistante sociale qui fait aussi partie de ce parcours, eh bien, je savais que ce que je ressentais, je savais ce que j'allais ressentir après l'opération, qu'il y avait peut-être une petite isolation sociale, et c'est ce qui s'est passé. Et nous en avons parlé en ce qui concerne le post-opératoire. Et donc, la chirurgie s'est très bien passée. J'ai eu une petite complication pendant l'opération. Je suis sorti de l'hôpital 3 jours après l'opération et 2 jours après, j'ai dû
retourner aux urgences et c'est quelque chose dont a parlé le docteur Singh en ce qui concerne la constipation. Donc, je suis retourné à l'hôpital et ils ont résolu le problème très rapidement. Et donc, c'était juste le résultat de la chirurgie où ma constipation s'était plus prononcée à cause de l'opération. Et ils m'ont donné des médicaments pour m'occuper de ce problème. Donc, après la chirurgie, je me sentais fatigué. En effet, ça a duré plus que quelques mois. Ça m'a surpris un petit peu, mais rien qui puisse m'empêcher de faire mes activités habituelles. Peut-être je me couchais 1 heure plus tôt que je le ferais normalement. Et puis d'écouter mon corps, hein, lorsque mon corps me disait qu'on avait besoin de faire une sieste. Je ne suis pas quelqu'un qui faisait des siestes, mais j'écoutais ce que me disait mon corps et je faisais une petite sieste. En termes d'isolation sociale, eh bien, pendant les 2 premières semaines, on avait notre petite fille qui était là, qui s'occupait de mon mari et moi, et elle est restée chez nous pendant 2 semaines, et notre fille aussi s'est occupée de nous. Et puis après cela, eh bien, peut-être vous avez vos amis qui ne venaient plus aussi souvent, et puis quelques semaines plus tard, vous ne pouvez pas faire les mêmes activités physiques comme du sport ou des choses que vous faisiez. Et donc, je me suis dit, oui, en effet, je me sens un petit peu seul. Ça n'a pas duré très longtemps. Je suis allé vers les gens. Je suis quelqu'un de très social. Et donc, je suis allé vers les gens et j'ai repris mes habitudes sociales. Et c'est quelque chose que j'ai pu examiner avec l'assistante sociale au départ, avant que cela se passe. Un aspect qui m'a surpris un petit peu, c'était peut-être une attente par rapport à la réalité, qui est le thème de notre webinaire aujourd'hui. J'ai senti de la tristesse en ce qui concerne mes tests médicaux et en particulièrement l'IGFR, le taux de filtration de mes reins. Lorsque je suis allé à la session d'information avant de considérer d'être une donneur, quelque chose qui est resté dans ma tête, c'est que votre fonction rénale, oui, le reste de votre fonction rénale de l'autre rein va compenser, mais en général, les gens sont à 70%. Donc, dans ma tête, lorsque le taux de filtration était entre 30 et 40%, je me suis dit, ça m'a vraiment ennuyé parce que c'est uniquement cette année que j'ai eu une meilleure explication de la part de mon nephrologue qui m'a expliqué que les 70% est basé sur 70% de votre IGFR et des valeurs de l'IGFR. Et donc, ils ont continué à me réassurer en me disant que mon rein fonctionnait très bien. Mais ce chiffre est resté dans ma tête, ce 70%. Donc maintenant, je comprends ce chiffre un peu mieux et ce n'est plus un problème. Et donc, je crois vraiment le nephrologue quand ils me disent que je vais très bien et que mon rein fonctionne très bien. Alors, ce que j'ai appris rapidement, eh bien, j'aurais bien avoir plus de connaissances en ce qui concerne les tests de laboratoire et le temps que ça prend et que le nephrologue puisse m'expliquer un peu plus au niveau de l'orientation. J'ai l'impression que le rendez-vous était un petit peu pressé parce que vous ne savez pas trop, c'est quelque chose de nouveau, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre et donc peut-être de faire une pause et de parler des facteurs de risque qui soient un peu mieux expliqués. Donc, prendre le temps d'expliquer quels sont les résultats sanguins et comment peut changer votre opération et le taux d'IGFR. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que les laboratoires privés ne font pas une interprétation des données de la même façon que les hôpitaux. Et donc, en général, les laboratoires privés ont eu des résultats un peu plus bas. Donc, mon IGFR, si je fais un test sanguin d'IGFR dans un laboratoire privé, eh bien, mes résultats seront plus bas que ce que j'aurai comme résultat à l'hôpital. Donc, j'essaie toujours d'avoir cette régularité dans mes résultats lorsque je vais faire mes tests dans les hôpitaux. Une autre préoccupation que j'ai eue, puisque je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoires, malheureusement, et donc j'ai été diagnostiqué avec de l'arthrite dans mon corps et je ne peux pas prendre quelque chose comme du Celebrex, mais le néphrologue m'a aidé pour explorer les produits naturels que le néphrologue a pris en considération et m'a recommandé de prendre.
Alors, une expérience que j'ai eue en prenant des multivitamines et d'autres produits, des suppléments nutritionnels, eh bien, c'est de pouvoir que ça crée trop d'acide dans mon corps. Et donc, les néphrologues ont pu examiner les différents types de médicaments que j'utilisais et de réduire certains des médicaments. Et je ne le savais pas à cette époque-là que ça a créé des choses, que cela avait un effet sur mon rein. Et donc, maintenant, j'ai mon nephrologue qui s'occupe de tout cela et qui regarde tous ces problèmes. Je suis suivi aussi par une diététicienne rénale qui m'a donné une échelle de protéines que je devrais prendre, ce que je devrais pour pouvoir maintenir des fonctions rénales qui soient bonnes au long terme. Et donc, cela m'a aussi beaucoup aidé. En conclusion, l'équipe médicale était géniale, hein. Le néphrologue, les techniciens, toute l'équipe médicale, c'était vraiment très, très bien. Ils m'ont dit ce qui allait se passer d'une façon très positive et tout s'est très bien passé. Je pense que c'est une bénédiction incroyable de pouvoir donner le don de la vie à quelqu'un d'autre et dans mon cas à mon mari. Et je le ferai encore une fois si j'avais l'opportunité de le faire. Donc absolument une très bonne expérience. Merci. Merci beaucoup, Francine. On apprécie vraiment ce partage. Et comment vous êtes senti après ce don? Le dernier, mais non le moins, nous avons Sylvie Charbonneau, qui a pris sa retraite récemment. Elle est présidente et contrice de Brio Conseil et présidente de la succursale québécoise de la Fondation nationale du rein. Elle fait tout ce qu'elle peut pour changer le monde, un rein à la fois. Alors, Sylvie, en tant que parente, qu'est-ce qui vous a poussé à décider à donner? Y a-t-il des hésitations de votre part? Non, il n'y avait aucune hésitation de ma part. Je ne pense pas que j'ai même pensé pendant 10 secondes lorsque j'ai entendu que mon fils avait une maladie rénale qui éventuellement exigerait la dialyse ou une greffe rénale. Alors pour moi, la solution était facile. Je vais essayer d'être une donatrice vivante. Et une des choses que j'ai apprises durant ce processus, c'est que c'était une question familiale. Et ce que je veux dire par cela, c'est que mon mari a été se faire tester. Moi, j'ai fait des tests aussi. Éventuellement, j'étais celle qui a continué le processus. Mais à un moment donné, notre fille a dit, sais-tu quoi? Si ça ne marche pas avec toi, maman et papa, je vais essayer de voir si je suis compatible et je vais passer au processus. J'ai dit non, 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 il n'y a pas question, tu ne feras pas ça là. Il dit pourquoi? Bon, si c'est bon pour toi, ça devrait être bon pour moi aussi. Et je me suis rendu compte lorsque j'ai dit cela que je ne pouvais pas imaginer voir mes deux enfants sur la table d'opération en même temps. Mais moi, je demandais à mon mari et à ma fille que leur mère et leur fils soient sur la table d'opération en même temps. Alors, c'est une chose à considérer, c'est que si vous voulez passer au travers de ce processus, oui, c'est toute une question familiale. Et ceci nous a rendu encore plus resserrer les liens familiaux. Bon, on a entendu parler beaucoup aujourd'hui du processus d'avant. Oui, c'est long, et ainsi de suite. Mais c'est aussi un don. Moi, je ne pense pas que j'ai jamais eu une telle évaluation dans ma vie. Bon, se faire dire que vous êtes en santé, c'est toujours un don pour soi. Mais après tout le processus de don, pour nous, ça s'est produit en décembre de 2012. Alors, ça va faire 10 ans cette année. Oui, j'ai eu une certaine douleur pour les 2 premiers jours après la chirurgie. La chirurgie s'est produite le jeudi et j'étais à la maison le dimanche. Moi, j'ai ressenti de la fatigue pendant les quelques premiers mois. Je suis retourné travailler après 4 semaines. Mais si j'y pense, une des choses qui était différente dans notre cas, c'est que mon fils a rejeté mon rein l'année dernière et il a dû faire la dialyse et il a été chanceux d'avoir une deuxième transplantation en janvier cette année, une deuxième greffe de rein. J'imagine que je savais toujours que ça serait une possibilité. Mais lorsque ça s'est produit, bien entendu, j'étais déçu.
J'étais triste de le voir à la dialyse, j'étais triste de le voir retourner à cette étape où il faut faire bien attention à propos de votre régime et d'être fatigué, ainsi de suite. Mais je savais qu'il y avait des solutions parce que j'avais passé au travers du processus. Alors, d'autres gens, bon, parce que j'ai fait cela, d'autres gens ont levé la main pour dire, oui, moi, je veux tester pour être un donneur vivant pour votre fils, si c'est une possibilité. Alors, je pense que j'ai pu influencer d'autres gens à, se porter volontaire pour être des donneurs vivants. Mon impact sur moi maintenant. J'avais 56 ans lorsque j'ai donné un rein. Je vais avoir 66 ans cette année. Je ne prends pas de médicaments, je n'ai pas de régime particulier et honnêtement, je pense que je suis chanceuse. J'étais en santé, bien entendu, mais je pense même que je suis plus en santé maintenant que je l'étais avant la chirurgie. Mon fils est un nageur et une des choses qu'il voulait faire, c'est de retourner à son sport après la greffe. Alors, un de ses objectifs, c'était de se joindre aux Jeux mondiaux des transplantés, des greffés. Il a pu faire ça en 2015. Et mon mari et moi, on était avec lui à ces Jeux mondiaux des greffés. C'était en Argentine en 2015. On l'a vu gagner 5 médailles. Il était tellement fier, tellement heureux. Et moi, j'étais autour de la piscine et je me disais, tous ces gens-là ici ont eu une greffe. Ils ont tous passé au travers de peu près la même chose que moi. Et moi, je suis ici et je regarde et je suis en santé. Je devrais plus m'occuper de ma santé. Alors, je suis recommencé à faire l'entraînement. Et depuis 2017, la famille des donneurs sont maintenant acceptés au jeu. Alors, tous les 2 ans, je vais au jeu avec lui et ça me garde motivé à rester en santé. Alors, pour moi, c'est un effet secondaire, mais je pense que c'est un effet secondaire positif de m'occuper mieux de ma santé. Je parlais aussi maintenant de la déception lorsque mon fils a rejeté mon rein quelques années plus tard. Et vous pouvez toujours penser que, bon, ça m'a remis en question, mais je dirais que c'est une expérience humaine extraordinaire. Je pense que j'ai encore pris la bonne décision, même s'il a rejeté mon rein. En aucun moment est-ce que je me suis senti coupable à cause de cela, parce que je suis une personne positive dans la vie. Et ma façon de gérer la crise, c'est-à-dire au moins, je lui ai donné 8 années, ou en fait plus que 8 ans en fait, de qualité de vie grâce à mon rein. Et c'était bon pour moi aussi parce que, bon, ça m'a motivé de rester en santé. J'ai pu influencer d'autres gens qui ont décidé de devenir des donneurs vivants et à part les 2 premiers mois ou quelques après l'opération, je n'ai eu aucun effet négatif à long terme. Et j'ai fait partie d'une recherche pendant 7 ans après la transplantation. C'était un programme de recherche avec l'Université McGill ici à Montréal. Je pense que c'est à London, en Ontario, et il voulait évaluer l'impact d'avoir donné un rein à votre pression artérielle, votre tension artérielle. Alors, ils évaluaient la tension artérielle des gens qui avaient donné un rein et ceux qui, comparés aux gens qui n'avaient pas donné un rein. Et mon mari et moi avons participé dans cette étude et nous étions une bonne comparaison parce que, en gros, nous avons le même style de vie, nous mangeons les mêmes choses, en gros. Alors, pendant 7 ans, j'ai reçu de l'équipement pour mesurer ma pression sanguine. Il y a aussi des tests d'urine et des tests sanguins. Et après 7-8 ans, je peux vous dire que ma tension artérielle est exactement la même qu'elle l'était avant le don de rein. Suis-je chanceuse? Je ne sais pas. Mais c'est mon expérience. Un dernier point que le docteur m'a mentionné, c'est l'assurance. Je peux vous dire, en tant que partenaire dans
une compagnie et nous avions de l'assurance pour les partenaires et j'ai dû augmenter le niveau de mon assurance après quelque temps parce que ma compagnie valait plus et mes parts dans la compagnie valaient plus. Alors, je passais d'un risque 1 à un risque 3 parce que j'ai donné un rein. Alors, oui, il peut y avoir un certain impact sur l'assurance. Et je pense que ceci ne devrait pas se produire. L'impact à longue échéance sur moi, c'est presque rien. C'est l'impact collatéral, c'est positif parce que je me sens plus en santé. Bon, je cours, je nage, je m'entraîne à chaque semaine. Et est-ce que je le referais encore? Oui, sans aucune hésitation. Sans même y penser, je recommencerai. Oui, absolument. Et je suis plus motivé que jamais de changer le monde un rein à la fois. Merci. Merci beaucoup, Sylvia. C'est bien de voir qu'il n'y a pas eu d'effet négatif à long terme. C'est merveilleux. Alors, je vois que le temps file. Nous avons quelques questions. Alors, si on ne réussit pas à répondre à toutes vos questions aujourd'hui, s'il vous plaît, envoyez-nous des courriels électroniques. L'adresse de courriel électronique va être mise dans le clavardage. Alors, si on ne peut pas répondre à votre question en direct, on va essayer d'y répondre plus tard. Alors, la première question, je vais l'envoyer au Dr. Singh. Alors, concernant la fatigue, après avoir donné un rein, pourriez-vous expliquer pourquoi certains donneurs vont peut-être ressentir de la fatigue après avoir donné un rein? Oui, c'est une bonne question. Il y a plusieurs facteurs probablement qui sont en jeu. Le premier, c'est la chirurgie. Bien entendu, il y a toute une cascade de réactions inflammatoires qui sont responsables pour la guérison. Bon, ça prend de l'énergie. Alors, après la chirurgie, ce n'est pas inhabituel de se sentir fatigué après une chirurgie parce que, bon, votre corps doit travailler fort pour réparer les dommages causés par la chirurgie, bon, les incisions et tout cela. Alors, ça, c'est la première cause. Aussi, certains donateurs ont la fatigue causée par les médicaments qu'ils doivent prendre. Pour le contrôle de la douleur, par exemple, bon, certains narcotiques peuvent contribuer. Aussi, les perturbations du sommeil. Pour avoir été à l'hôpital et avoir dû prendre des médicaments pour diminuer la douleur. Ça, parfois, ça peut causer la douleur, la fatigue. Et aussi, parfois, les patients perdent un peu de sang. Même s'ils n'ont pas de transfusion, il y a peut-être un peu d'anémie. Et ça, typiquement, tous ces facteurs-là sont responsables ensemble, sont peut-être responsables pour la fatigue que les donneurs ressentent. Mais la fatigue devrait s'améliorer. Bien entendu, c'est variable, dépendamment de l'âge du donateur. Et moi, dans mon expérience personnelle, l'âge a un rôle pour voir la vitesse du rétablissement. Mais c'est quelque chose qui devrait être un problème à brève échéance plutôt qu'un problème à longue échéance. Même si les semaines que ça prend vont peut-être varier, le nombre de semaines que ça va prendre pour se rétablir va varier d'un donneur à l'autre. Alors, merci pour cette réponse. Une autre question pour le docteur Gard concernant la tension artérielle. Si on revient au fait que, bon, la tension artérielle augmente normalement après un don, est-ce que ça va se produire nécessairement ou est-ce que c'est juste une probabilité que la tension artérielle va augmenter après un don? C'est une probabilité, certainement, oui. Bon, même si les gens ne donnent pas de rein, la plupart des Canadiens vont avoir des problèmes d'hypertension lorsqu'ils vieillissent. Alors, plus on vieillit, malheureusement, plusieurs d'entre nous allons développer l'hypertension. Et certaines études disent que certaines études disent que oui, la tension artérielle augmente un peu plus pour les gens qui ont donné un rein, mais si vous mesurez votre tension artérielle précisément et que vous la faites surveiller, normalement, ça se résorbe très bien. Alors, on peut surveiller ces facteurs et les contrôler. D'accord, merci beaucoup. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons pour les questions aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, nous voulons fournir l'information et l'éducation.
Si vous voulez avoir plus d'informations, veuillez visiter notre site web ou envoyez-nous un courrier électronique à programme@rein.ca. On vous invite aussi de visiter la cuisine de la santé rénale et on offre de l'information sur tous les aspects du don de rein. Alors, veuillez nous contacter si vous avez d'autres questions reliées à quelqu'un dans votre communauté locale.